Bonjour tout le monde. Ah, la lumière va vous aveugler. Écoutez, je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose que je trouve très bien. J'ai vu aujourd'hui, puis je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, un reportage de France 2 sur YouTube sur les Français qui viennent s'installer au Québec. Plus particulièrement au Québec, oui, évidemment, parce que vous, je sais que vous avez l'habitude de dire au Canada, mais nous, le Canada et le Québec, on fait une distinction vraiment claire entre les deux. On aime bien dire qu'on vient du Québec avant de dire qu'on vient du Canada. Je sais que ça peut paraître étrange pour plusieurs d'entre vous, mais il faut comprendre que c'est vraiment deux sociétés qui sont vraiment distinctes. Je vous avouerai qu'on n'a rien à voir avec le reste du Canada, dans le sens que la plupart du restant du Canada sont encore des monarchistes, alors que nous sommes très très loin au Québec de l'être. Et je vous dirais que plus que le temps avance, moins nous le sommes. La vieille garde, la vieille génération, la génération de mes parents à moi qui a 60 ans aujourd'hui, mes parents à moi étaient, comme pour la plupart des gens de leur âge, étaient pour la plupart des monarchistes ou des royalistes, voyez ça comme vous voulez. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Même moi, à l'époque, j'ai fait l'armée canadienne, et je suis obligé de vous avouer que lorsque j'ai dû porter allégeance à la reine, j'avais les cheveux sur la nuque qui me frissonnaient. Écoutez, c'est vraiment étrange comment la distinction entre le Canada et le Québec peut surprendre les touristes. C'est vraiment deux mondes qui sont deux identités complètement différentes, mais je trouve intéressant de voir de quelle façon les Français venus ici pour se faire une nouvelle vie accostent cette nouvelle vie et accostent cette nouvel environnement qui pour eux est complètement dépaysante. Hein? La seule chose qui nous unit par la force des choses, évidemment, c'est la langue que nous parlons tous, même avec ces petites différences assez subtiles parfois, mais c'est la chose qui fait que nous sommes encore liés non seulement par le sang, mais par notre langue qui est très très belle, soit dit en passant. Alors écoutez, je vous invite à regarder ce petit reportage. Je crois qu'il est très intéressant et saura probablement vous plaire. Je voulais aussi vous parler de d'autres choses en passant. La température aujourd'hui est encore exécrable. On a une semaine qui est très pénible. Nous avons tous hâte de sortir de cette température qui est exécrable. On a de la difficulté à atteindre un plus 13 comme degré à ce temps-ci de l'année. C'est pas normal. On est vraiment en dessous des normales. Et pourtant, ils nous prédisent un été record de chaleur. Alors, on verra bien ce qui va se passer. En attendant, on va faire avec, puis on a d'autres choses à fouetter, comme notre fameux virus. Je voulais vous en parler aussi parce qu'il y a quelque chose qui commence à m'irriter. Il y a tellement de désinformation qui circule et de conspiration qui circule de toutes parts qu'à un moment donné, vous savez ce qui va arriver. Hein? Ce qui va arriver, c'est que on ne s'y retrouvera plus. Il va s'être dit tellement de choses ridicules qu'on va avoir de la difficulté à faire la différence entre le vrai et le faux. C'est ça qui est le danger. Et puis, je suis obligé de vous avouer aussi que moi, pour ma part, à défaut de trouver une autre façon de l'exprimer, j'ai peur de ne pas avoir assez peur. C'est pas le fait que je ne crois pas en ce qui se passe. Je le crois profondément. Mais il y a beaucoup de raisons et beaucoup de facteurs qui font en sorte que je trouve ça inquiétant. Je vais vous donner l'exemple qui me titille le plus, devrais-je dire. Il y a des villes américaines qui ont complètement ouvert dans les dernières semaines. Et puis, ils ont ouvert tout, là. Les bars, les restaurants, tout est ouvert. Pas de masque, rien. Ou presque. Et puis, selon les chiffres de CNN, puis j'ai pas moins de vous dire que CNN, c'est pas un poste de nouvelles qui est très enclin au Parti républicain. C'est tout à fait le contraire. Et puis, ils nous disent que depuis 7 ans, les cas de COVID-19
ont baissé de 12%. Alors, ça nous laisse songeurs un petit peu. Par contre, on doit aussi comprendre le fait qu'il peut y avoir une nouvelle éclosion. Ça peut être 2 fois pire. Tout ça, c'est vrai. Mais voyez-vous, et où ma peur, où se situe ma peur? C'est dans le sens que on va souhaiter que cette situation, du moins 12%, ne donne pas raison à des gens comme Trump. Parce que ça va donner raison à des gens comme Trump et ça va donner raison à tous les rednecks de ce monde qui allaient dans le même sens que lui. Donc, ça le ramène comme président des États-Unis aux prochaines élections. Malheureusement, de toute façon, même en temps normal, je suis obligé de vous avouer que je crois que Joe Biden ne fait pas le poids contre Trump de toute façon. Mais je crois que si la tendance se maintient et après réouverture, il y a une baisse des cas prouvés, ça ne regarde pas bien, là, mais ça ne fait pas de sens non plus. Vous savez, on va avoir un prix, on a un prix humain qu'on paye présentement, mais il va avoir un prix économique qui va être étourdissant. On n'en finira pas de payer, ça va être probablement nos petits-enfants qui vont en défrayer les coûts, ça c'est certain. Juste au Canada, on est rendu plus de 300 milliards de dettes supplémentaires. Au Québec, on est rendu à plus de 13 milliards. Alors, encore une fois, vous voyez, je fais la distinction entre les deux, le Canada et le Québec. Et puis, vous savez, ça nous amène à penser aussi ce que je vous avais déjà dit. Je ne suis pas encore prêt à accepter ma nouvelle réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, écoutez, je ne veux pas minimiser la situation. Par contre, je me refuse de vivre dans la peur. Je veux vivre dans l'espoir. Comment peut-on y arriver? Oui, je vais respecter et je respecte ce que les autres veulent et les directives qui nous sont données par notre gouvernement et notre système de santé, c'est-à-dire respecter une certaine distance entre les individus. Mais combien de temps ça va fonctionner, ça? À quelle époque doit-on arrêter ce phénomène? La restauration, c'est impossible. Les transports en commun, c'est impossible. Les enfants à l'école, durant la récréation, dans les cours d'école, écoutez, là, il y a des limites à tout à ce qu'on peut faire de la distanciation. Hein? Ça, c'est clair. Alors, je me dis, à un moment donné, on va être obligé de revenir à la normale. Pour ce qui est du vaccin, beaucoup prétendent, dont certains analystes et spécialistes, qu'on devrait avoir un semblant de retour à la normale alors qu'il y aura un vaccin. Mais il y a un autre problème attaché à ça. C'est que présentement, le virus est en mutation. Il a déjà été en mutation au moment où on se parle. Alors, c'est ce qui change la donne aux scientifiques et aux chercheurs pour trouver un vaccin. Il y a des vaccins, normalement, un vaccin peut prendre jusqu'à 10 ans avant d'être trouvé. Là, oui, la chance que nous avons, pourquoi ça peut être un peu plus rapide, c'est parce que c'est tous les laboratoires au monde entier qui travaillent là-dessus avec acharnement. Alors, oui, c'est probable qu'on ait un vaccin en dedans de 2 ans. Ce qui m'étonnerait par contre, parce qu'encore une fois, il va y avoir une mutation. Au même titre que la grippe saisonnière. La grippe saisonnière, c'est jamais la même souche d'une année à l'autre. Lorsqu'ils vous donnent un vaccin contre la grippe, ils prennent presque un guess. Hein? C'est presque un vœu. Ils disent, ça devrait être cette souche de grippe que nous aurons cette année, et ils vaccinent en conséquence. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, la grippe qu'ils annonçaient n'a pas été de la même souche qu'ils croyaient. Pour toutes ces raisons, je crois que si on attend pour arriver à une certaine normalité, si on attend d'avoir un vaccin, je crois qu'on peut être amèrement déçu. Je crois que, vous savez, damn if you do, damn if you don't, je crois personnellement que nous devrions reprendre un certain cours de vie normale. Ici au Québec, les choses se compliquent et en même temps se simplifient. Dans le sens que 90% des décès se trouvent dans les CHSLD, qui sont une forme de résidence pour les gens qui sont peu autonomes ou pas autonomes du tout, et c'est géré par le gouvernement.
Alors, il y a des foyers d'éclosion, pour un mauvais jeu de mots, à l'intérieur de ces mêmes établissements. Alors, si vous prenez le décès du nombre qu'il y a à chaque jour, qui est très grand, là, parce que nous, ici, là, la courbe, en partie à cause de cela, elle est plus grande que celle des États-Unis. Alors, c'est pas rien. Si vous calculez aux 100 000 de population. Alors, si vous prenez le fait que, justement, dans nos résidences, il y a éclosion et que c'est la majeure partie du problème là où il est, je crois que, dans un certain sens, on met en otage le reste de la population. Est-ce qu'étant donné que vous savez, le bassin d'éclosion est dans ces endroits, ne devrait-on pas tout porter notre attention là, prendre quand même une certaine distance et certains gestes de sécurité en rapport au virus, mais quand même de laisser l'économie marcher? Parce que là, on va créer deux problèmes. Là, on crée un problème de gens qui décèdent. En fait, on crée plusieurs problèmes. On crée de la psychose, on crée une incertitude, parce qu'il y a tellement de contradictions de toute façon qui se disent partout dans le monde. Au début, les masques n'étaient pas nécessaires, et puis à plusieurs endroits, ils sont obligatoires maintenant, sous peine d'amende. Alors, à un moment donné, il va falloir se brancher. Mais là, je crois que, étant donné que la situation évolue, c'est à peu près normal que nos gouvernements aussi évoluent dans leur réaction face à cette pandémie. Hein, si on s'entend là-dessus. Mais à partir de là, on ne peut pas rester confiné sans fin. Sans fin. Il y a des conséquences à ça. Vous imaginez les compagnies, les transporteurs d'avions, ils sont dans la merde. C'est clair. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais tout ce qu'on peut savoir avec certitude, c'est que la réalité probablement de nos enfants vient de changer à tout jamais. Probablement la nôtre aussi, mais la nôtre peut-être plus d'un côté commercial et social, évidemment. Parce que les enfants, eux, comme la plupart des humains, mais encore plus au niveau des enfants, sont résilients. Alors, ils vont s'adapter, ils vont faire avec. Mais nous, ça va être un petit peu plus compliqué. Hein? Ça va être un petit peu plus compliqué d'accepter que notre réalité change complètement. Alors, c'était mon petit dada que je voulais vous parler aujourd'hui parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre parler puis dire toutes sortes d'hypothèses aussi stupides, plus stupides les unes que les autres. À un moment donné, il faut accepter l'inévitable. Par contre, tout en acceptant la situation, je crois que tôt ou tard, on va devoir avoir une attitude différente. C'est-à-dire que, comme je vous dis, on va être obligé de rouvrir la société un petit peu, puis prendre certaines précautions, mais on pourra jamais... Vous savez ce qu'on voit là en ce moment? On pourra jamais être sécure à 100%. Ça, c'est clair. Alors, à quel prix... vous savez, à quel prix évalue-t-on notre sécurité par rapport à notre capacité de vivre, de se nourrir et de payer nos comptes? Le capitalisme ne le changera pas pour demain matin, là. On ne vivra pas le nirvana, là. Ça n'arrivera pas, là. Alors, à ce moment-là, de quelle façon qu'on fait face à ça? Je crois que la meilleure façon de faire face à ça, c'est de rouvrir l'économie et de s'ajuster en conséquence. Écoutez, il y a eu beaucoup de négligence aussi, hein. Depuis le début, je parle surtout au Québec avec nos CHSLD. Il y a beaucoup de gens qui rentraient, même après que l'histoire du virus du COVID a commencé, il y a beaucoup de gens qui allaient visiter leurs parents d'un CHSLD et puis qu'en même temps, ils transmettaient le virus. CHSLD à Montréal, là, 100% des résidents et 100% des travailleurs ont le COVID-19. Alors, c'est du très sérieux. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'est quand même assez ciblé. Mais il faut rouvrir. On peut pas. C'est pas juste une question que moi j'ai de la difficulté à accepter ma réalité. C'est que d'un point de vue économique, j'ai l'impression que les gens se ferment les yeux et plus qu'on avance dans le temps, plus que la psychose s'empare des gens
et moins qu'il y a de gens qui veulent aller travailler. Le gouvernement a donné 1500 $ pour les étudiants cet été. Pensez-vous qu'on va retrouver beaucoup d'étudiants dans les champs cette année pour aller cueillir les fraises et les framboises? Alors, vous savez, ça va créer de nouveaux problèmes. D'un point de vue, encore une fois, économique, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais encore là, je ne détiens pas la vérité, je ne sais pas c'est vraiment quoi qu'il y a à faire, mais je peux vous dire que je crois que peu importe ce que l'on fait, il va y avoir une problématique rattachée à tout ça. Mais c'est quoi? C'est quoi notre taux de tolérance d'un côté ou de l'autre? On paye le prix humain, mais en même temps, on paye un prix économique. Alors, est-ce qu'on allège le prix économique au nom du prix humain et va-t-on voir la différence? Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, dans certaines villes aux États-Unis, le taux a diminué de 12%. Encore une fois, doit-on croire à tous les chiffres que l'on voit? Hein? Ça fait partie des conspirations de tout le monde. À force d'entendre parler de conspiration, à un moment donné, on ne croit plus rien. On ne croit plus rien, mais c'est quoi qui va s'installer après, plutôt que la confiance? Ça va être la peur. On ne peut pas baser une société qui va vivre dans la peur. On va se regarder dans la rue, puis on va avoir peur l'un de l'autre, puis on va se tasser, puis on va sursauter. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'en va en ligne, quelque part pour attendre. Il fait juste tousser un petit peu, puis il y a des réactions incroyables. Il y a du monde qui sont presque prêts à sauter par-dessus. C'est ça qui me choque un peu, là. C'est l'intensité que ça prend. Et puis, je trouve que les journalistes s'en donnent à cœur joie avec peut-être pas la désinformation, mais s'en donnent à cœur joie pour faire peur au public. Puis ça, je trouve ça vraiment ignoble. J'ai l'impression que beaucoup de journalistes, beaucoup de médias, particulièrement des places comme Facebook, là, où que le mensonge se véhicule comme à une vitesse incroyable, mais ça reste que même les journalistes véhiculent la peur. C'est pas bon. Écoutez, je vous emmerde pas avec ça plus longtemps. On n'a pas d'autre chose. Tu sais, vous savez, je m'étais résigné à en reparler encore cette semaine. Parce que c'est important, on le vit. Je voulais plus en parler là, du virus, je voulais plus en parler de la pandémie. Mais écoutez, ça fait partie de notre réalité. On sort le matin et puis on fait face à cette nouvelle réalité. C'est dur de ne pas en parler. Je crois que d'en parler, ça va probablement faciliter un petit peu notre transition à ce nouveau mode de vie peut-être. Peut-être. Hein? C'est comme les psychologues ils disent, les psychiatres. On doit en parler. Si on regarde ça en dedans, de un, on va propager la peur. Et puis c'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui font en ce moment parce que sont mal informés ou en fait, il n'y a personne de vraiment mal informé ou de très informé. Parce qu'on vit dans l'incertitude, on vit dans l'inconnu. Alors ce qui va se passer après, ça reste à voir. Bon, là-dessus, c'est vrai. N'oubliez pas d'aller voir le petit reportage qui est très, très intéressant. J'ai vraiment aimé. C'est un reportage qui a été fait, qui a été diffusé sur YouTube le 6 mars 2020. Alors, c'est relativement nouveau. Et puis, vous allez voir, c'est vraiment intéressant de voir comment les gens se sont adaptés. Et puis, on parle du pour et du contre. Et puis, je remercie l'antenne de France 2 parce que je trouve qu'ils ont fait un boulot vraiment extraordinaire. Alors, écoutez, encore une fois, merci d'être là. On se reparle dans pas longtemps. Hein, comme toujours, écoutez. Ça va passer ici, on dit toujours ça va bien aller. Ça va bien aller. Hein? Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis à la prochaine. Et puis, attention à vous, on suit les consignes. Ciao.